Les géants du numérique, désormais soumis au nouveau règlement européen DSA. Qu'est-ce que ça change concrètement pour nous, pauvres utilisateurs ? Elon Musk réussira-t-il son pari de transformer Twitter en super app, la fameuse X ? La révolution de l'IA qui se poursuit ? Voilà les grandes news qu'il ne fallait pas rater cet été dans le secteur de la tech. On en parle dans ce nouvel épisode de Monde Numérique. Ce n'est pas tout, au sommaire également le futur iPhone 15 qui devrait être dévoilé très prochainement. A l'inverse, un smartphone à moins de 30 € créé par un jeune Français, et puis une innovation incroyable à la frontière entre l'informatique et les neurosciences, un implant qui redonne la parole aux personnes qui en sont privées. Enfin, on ira faire un tour à Berlin pour le salon IFA, le rendez-vous tech de la rentrée qui se déroule actuellement. J'appellerai dans un instant mon camarade François Sorel de BFM Business Tech & Co qui est sur place et qui nous dira ce qu'il en pense. C'est la rentrée, bienvenue dans Monde Numérique l'hebdo du 2 septembre 2023. Monde Numérique, Jérôme Colombin. Alors tout d'abord, si vous écoutez ce podcast pour la première fois, eh bien, bienvenue, j'en suis ravi. Je sais que de nombreux auditeurs se sont abonnés pendant la période d'été. Vous découvrez peut-être ce programme. Eh bien, Monde Numérique, c'est notamment chaque semaine, chaque samedi, 40 minutes de news et d'interviews. Je suis Jérôme Colombin, journaliste spécialiste de la tech depuis plus de 25 ans. On s'est peut-être croisé dans une vie antérieure sur France Info, où j'ai passé beaucoup de temps à couvrir toute l'actualité des technologies, et puis également sur la chaîne Techno, 01net, Tech & Co, avec mon camarade François Sorel, qu'on va entendre dans un instant. Je baigne dans la tech depuis des années, je suis ravi de vous faire partager cette passion et de décrypter pour vous toutes les innovations et toutes les news, toute l'actu du numérique au quotidien. L'actu qui est importante, pas seulement l'écume des jours, mais véritablement les choses qui changent notre vie quotidienne. Monde Numérique est disponible sur toutes les plateformes de podcast, également sur YouTube et même sur les assistants vocaux si ça vous dit. On se retrouve donc chaque samedi pour l'hebdo et les autres jours de la semaine pour les interviews en grand format, des éditos également, des séries spéciales que j'aurai le plaisir de vous présenter tout au long de l'année. Voilà, c'est déjà la troisième saison de Monde Numérique qui a été lancée en juin 2021. Cette semaine, alors c'est un épisode un peu particulier en réalité, car je vais vous faire une confidence, je ne suis pas véritablement rentré de vacances, je suis encore en congé et je ne suis même pas en Europe, je suis en Amérique du Nord, au Canada, pour être précis, à Montréal. Mais peu importe, c'est de là que je vais avoir le plaisir de vous présenter cet épisode de l'hebdo, le premier de la rentrée. La véritable rentrée de Monde Numérique, ce sera le 16 septembre. Mais j'avais vraiment hâte de reprendre le micro. En plus, il y a une belle actualité en ce moment. Donc, en attendant le 16 septembre, eh bien, on est là. Et pour un numéro un peu particulier, un peu plus court que d'habitude, avec un focus surtout sur l'actualité de l'été, vraiment les infos importantes qu'il ne fallait pas rater. Vous pouvez suivre Monde Numérique également sur le site mondenumérique.info et vous abonner à la newsletter. Vous mettez votre adresse et vous recevrez ainsi chaque semaine un résumé de l'actu et le sommaire détaillé en fait de chaque émission. Enfin, dernière précision, il existe également une version premium de Monde Numérique pour les abonnés Apple Podcast uniquement, une version premium qui contient dès le samedi toutes les interviews en grand format. Mais comme je l'ai dit, pas cette semaine, on se retrouvera très très vite. Allez, c'est parti, trêve de bavardage, on passe à l'actu de la semaine. L'actu de la semaine. Et l'actu de la semaine, c'est avec Lisa de Bernard, que je suis ravi de retrouver après la pause estivale. Salut Lisa. Salut Jérôme, et le plaisir est partagé. Alors pour commencer, on va revenir sur un événement important qui a eu lieu le 25 août, événement législatif et politique, on va dire, c'est l'entrée en vigueur du fameux DSA, le Digital Services Act, nouveau texte réglementaire de l'Union européenne. Dit comme ça fait un peu peur, mais très concrètement, il y a des conséquences qui nous concernent tous. Le texte avait été présenté vraiment comme un document, un texte fondateur, notamment par le commissaire Thierry Breton, puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'encadrer l'activité des GAFAM, les géants, Google, Meta, Amazon, etc., dans l'Union européenne. On en parlait déjà avant les vacances. Cette fois, c'est du concret. Le texte est entré en vigueur. Lisa, peux-tu nous rafraîchir un peu la mémoire? De quoi s'agit-il exactement?
Avec grand plaisir. Alors commençons par le qui. Qui est concerné par ce règlement européen ? Eh bien pour le moment, le DSA s'adresse uniquement aux 17 plus grandes plateformes disponibles en Europe. Par grande plateforme, on entend celles réunissant plus de 45 millions d'utilisateurs mensuels sur le continent, comme Instagram, LinkedIn, TikTok, X, Amazon, AliExpress ou encore Zalando, et également aux 2 moteurs de recherche les plus utilisés, Google et Bing. Ensuite, à compter du 17 février 2024, toute grande entreprise exerçant dans le secteur des nouvelles technologies devra se plier aux mêmes règles, à quelques exceptions près. Alors, très concrètement, à quel changement devons-nous nous attendre du fait de ce DSA ? Eh bien, parmi les points principaux, car ils sont nombreux, nous avons la facilité de signalement. Les plateformes doivent désormais mettre à disposition un outil pour signaler le contenu illégal en Europe. Précision importante puisque le DSA ne s'applique qu'au territoire européen, ce qui devrait d'ailleurs participer à fracturer l'Internet occidental. On a ensuite la modération qui devra se faire en toute transparence. Cela concerne tant les contenus signalés par les utilisateurs que les décisions prises par les plateformes elles-mêmes, comme la suspension d'un compte qui devra être justifiée auprès du détenteur du compte concerné. Ensuite, on a les algorithmes qui devront délivrer leurs secrets les plus sombres, autrement dit révéler comment les plateformes ciblent les contenus. Dans la même veine d'ailleurs, on a les publicités ciblées qui seront désormais interdites pour les mineurs. Même traitement concernant la religion ou l'orientation sexuelle de l'utilisateur. Et autre grand changement dans la continuité du ciblage, les plateformes devront désormais proposer un flux alternatif sans algorithme, basé uniquement sur les comptes que l'utilisateur suit. Objectif, évacuer toute forme d'influence. On pense par exemple au scandale Cambridge Analytica, vous savez, cette aspiration de données personnelles d'utilisateurs de Facebook dans le but de divulguer des messages favorables au Brexit au Royaume-Uni et à l'élection de Donald Trump en 2016. Un point important donc à l'approche des nouvelles élections américaines prévues l'an prochain. Voilà, donc effectivement, on sent que c'est vraiment des choses très concrètes qui vont s'appliquer sur les réseaux qu'on utilise tous les jours, Facebook, Twitter, etc. À condition bien sûr que eh bien les plateformes jouent le jeu, mais elles n'auront pas le choix puisque il y aura des sanctions qui seront d'ailleurs très très lourdes si ces géants du web ne se plient pas aux règles. Et oui, on aura une amende, et pas des moindres, puisqu'elle pourra atteindre jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise en cas d'entorse au règlement. On parle de milliards de dollars, auxquels s'ajoutent des pénalités journalières. L'addition pourra vite être très salée. Enfin, en dernier recours, l'UE se réserve le droit d'interdire le service en Europe en cas de non-paiement, et ce, jusqu'à la mise en conformité. Très bien. DSA, donc c'est parti. Évidemment, il faudra attendre pour en savoir plus et voir concrètement quels sont ce que ça donne en fait sur le terrain dans l'univers du numérique. Autre actu qu'il ne fallait pas rater cet été, eh bien, ça se passe du côté de X, ex-Twitter. Elon Musk, on le sait, ne s'arrête jamais. Il a donc encore fait parler de lui cet été avec un certain nombre de décisions, sachant que l'objectif de tout cela, maintenant c'est clair, c'est la transformation en profondeur de la plateforme Twitter pour en faire une véritable super app, une application à tout faire qui s'appelle maintenant X. Et le patron de X ne lésine pas sur les moyens puisqu'au cours de l'été, le réseau social a vu apparaître de nombreuses nouvelles fonctionnalités. On a par exemple un gros travail, sans mauvais jeu de mots, sur l'affichage d'offres d'emploi sur le réseau social. Une fonctionnalité disponible en version bêta depuis le 25 août, moyennant $1 000 par mois. Les entreprises ayant souscrit au programme Organisation Vérifiée se voient gratifiées d'un petit badge doré qui leur permet de publier entre autres des offres auxquelles les utilisateurs peuvent postuler directement depuis X. Ouais, des offres d'emploi donc, c'est ça. Mais exactement. Un peu comme LinkedIn. Autre chantier, Lisa, les vidéos. Oui, Elon Musk ambitionne de proposer une expérience proche de celle de TikTok en matière de recommandation des vidéos, donc au niveau de l'algorithme. Et pour ce faire, les équipes réfléchissent à intégrer un outil d'analyse des éléments qui retiennent le plus l'attention des utilisateurs au visionnage. Une refonte de la présentation des vidéos dans le feed d'actualité est également sur la table. Et d'ailleurs, toujours en parlant de vidéos, les appels audio et vidéo devraient prochainement débarquer sur X selon les dernières annonces d'Elon Musk. Alors ça, c'est super intéressant. Ça veut dire qu'on pourra communiquer sur X comme sur WhatsApp, en fait. Voilà, c'est ça. Ça fonctionnera sans numéro de téléphone, contrairement à WhatsApp, et sur toutes les plateformes iOS, Android, Mac et PC. Ouais, alors ça, c'est un truc qui est quand même assez fou parce que si n'importe qui peut appeler n'importe qui d'autre sans même avoir à connaître son numéro de téléphone, simplement en cliquant,
via l'application, ça risque d'être un peu le bazar, d'autant plus qu'il y a une autre nouveauté en quelque sorte, Lisa, il ne sera plus possible bientôt de bloquer les comptes qui nous énervent. Oui, alors c'est à la fois une protection contre le cyberharcèlement et une manière de montrer son mécontentement, le fait de bloquer les comptes qui nous énervent pour empêcher de lire ce que l'on publie. Et cette fonctionnalité, comme tu le dis, elle devrait disparaître prochainement selon Elon Musk, sans doute parce que c'est contraire à son idée de liberté totale d'expression, mais cette fonction devrait quand même continuer à exister pour les messages privés. Voilà, donc là aussi, on attend de voir ce que ça donnera concrètement. Autre nouveauté en ce qui concerne, toujours sur X, la rémunération de ceux qui publient des contenus de manière intensive. Et oui, c'était la jolie surprise de l'été pour les créateurs de contenu adhérents de la formule X Premium. Les premiers salaires X sont tombés, allant pour certains jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Cela concerne en revanche exclusivement les utilisateurs ayant plus de 500 abonnés et 15 millions d'impressions sur leurs tweets au cours des 3 derniers mois. Donc on voit bien que ça ne cesse de bouger chez X et pourtant malgré ces nouveautés, eh bien le succès en termes d'audience et le succès commercial n'est pas encore au rendez-vous. Et oui, on a une baisse de 4% des utilisateurs actifs hebdomadaires, 36e au classement des téléchargements sur les magasins d'applications toutes catégories confondues. Twitter est clairement en train de couler suite aux décisions d'Elon Musk qui n'arrive pas à convaincre. Pire, elle laisse de nombreux utilisateurs sceptiques face à cette nouvelle identité. Mais le milliardaire ne se décourage pas puisqu'il évoque déjà la prochaine étape, l'intégration de moyens de paiement sur sa plateforme. Ça, ce sera la carte maîtresse, probablement, l'intégration du paiement. Alors bon, je sais pas si on peut dire vraiment que Twitter va couler, mais c'est vrai que pour l'instant, ça va pas très très bien. À noter également, cet été, une interview assez intéressante que j'ai vu passer de la PDG de X, donc Linda Yaccarino, qui a été recrutée par Elon Musk. Et elle s'exprimait sur la chaîne de télé CNBC, et puis elle expliquait notamment pourquoi il avait été décidé de changer le nom et de sacrifier littéralement le nom Twitter au profit de X. Eh bien, c'était, a-t-elle dit, pour faire une sorte d'électrochoc et montrer qu'il s'agit vraiment d'une transformation en profondeur et pas simplement d'une évolution du Twitter qu'on connaissait jusqu'à présent. Donc le Twitter d'hier est bel et bien mort et enterré. L'actu tech de l'été, c'était également, Lisa, début juillet, très précisément, le groupe Meta qui a lancé Threads, présenté comme le Twitter d'Instagram. Démarrage en trombe, mais finalement, ce qui devait être un concurrent sérieux du réseau d'Elon Musk semble avoir un peu de mal sur la durée à se faire réellement une place au soleil. Pourtant, on était plutôt pas mal partis puisque le réseau social de Mark Zuckerberg avait rapidement franchi le cap symbolique des 100 millions d'utilisateurs inscrits en à peine 5 jours. Mais depuis, l'engouement est bien retombé. À la mi-août, Threads enregistrait une chute drastique de son activité à hauteur de 80%, ce qui revient à dire que 8 personnes sur 10 ayant téléchargé l'application ne l'utilisaient déjà plus. Quant aux 20% restants, eh bien rien de glorieux non plus, puisque le taux d'engagement, le temps passé sur l'application, reste lui extrêmement faible. Et alors qu'est-ce qui justifie ce ratage ? Eh bien, plusieurs hypothèses sont avancées. Déjà, le manque de ressemblance avec X, ex-Twitter, alors que c'était la vague sur laquelle surfait Meta à l'annonce du lancement de Threads. Pas de top tendance non plus. Il y a également l'impossibilité de rechercher des thématiques ou des mots-clés, une modération omniprésente qui aseptise le fil d'actualité et plus embêtant encore, l'impossibilité de supprimer son compte sans supprimer son profil Instagram puisque les deux applications sont liées. Bref, X n'a finalement rien à envier à son concurrent, si l'on peut encore l'appeler comme ça. Ça sent pas très bon en effet pour Threads. Et pourtant Mark Zuckerberg ne lâche pas l'affaire et il espère, a-t-il dit, relancer l'engouement pour son réseau social en ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Objectif, relancer la machine. Et pour ce faire, la grande nouveauté est la disponibilité d'une version web de l'application. Grosse lacune du réseau social qui n'était disponible que sur smartphone jusqu'à présent. Avec cette mise à jour, Meta espère attirer de nouveaux utilisateurs. On notera néanmoins que l'application n'est toujours pas disponible en Europe pour des questions de réglementation.
Quelques news en matière d'intelligence artificielle. Alors d'abord avec la Chine qui a décidé de lancer son propre ChatGPT, ou plutôt ses ChatGPT. Les autorités chinoises ont donné le feu vert au lancement de plusieurs chatbots propulsés par IA, notamment celui du géant Baidu, équivalent de Google, qui s'appelle ErnieBot, qui est donc accessible à tous les habitants de Chine en mandarin et en anglais, mais un ErnieBot à la chinoise qui évite soigneusement les sujets qui fâchent, comme par exemple la question de Taïwan ou encore les événements de Tiananmen. Et puis, aux États-Unis, en matière d'intelligence artificielle, une décision très intéressante, très importante qui concerne les droits d'auteur. La justice américaine a tranché, Lisa, une IA ne peut pas être considérée comme une créatrice d'œuvres à part entière. Pas de droit d'auteur et pas de copyright pour les images créées par une intelligence artificielle. C'est le verdict du Bureau du droit d'auteur des États-Unis, confirmé le 18 août dernier par un juge fédéral. À l'origine de cette affaire, un tableau créé par une intelligence artificielle développée par un spécialiste du secteur, Stefan Toller. Il souhaitait être reconnu comme le propriétaire de l'œuvre et que l'IA soit reconnue comme l'auteur ou autrice. Il a fait plusieurs tentatives devant l'administration américaine, des brevets et des droits d'auteur, mais ça ne marche pas. En effet, et cette décision ouvre d'ailleurs la porte et soulève pas mal de questions. Bien sûr, puisque l'intelligence artificielle sera a priori de plus en plus sollicitée dans le secteur culturel, il va bien falloir statuer plus précisément à ce sujet. C'est d'ailleurs ce qu'a fait remarquer la juge en reconnaissant que le droit d'auteur atteint de nouvelles frontières. L'une des questions qui pourrait par exemple se poser à l'avenir serait de savoir quelle quantité d'apport humain est nécessaire dans une création d'intelligence artificielle pour qu'elle puisse être protégée par le droit d'auteur. En rappelant qu'en droit français, seule une personne physique peut avoir la qualité d'auteur. Une machine ou un logiciel ne peut pas se voir reconnaître ce statut au sens du code de la propriété intellectuelle. Voilà, donc une nouvelle question de fond posée par le boom de l'intelligence artificielle, et c'est passionnant. Et on termine ce récap de l'actu estivale avec une actu un peu plus légère. Où en est donc le fameux duel d'arts martiaux entre Elon Musk et Mark Zuckerberg ? Il devait avoir lieu le 26 août et finalement, on n'a rien vu. Qu'est-ce qui s'est passé, Lisa ? Eh bien écoute, au risque de faire des déçus, ce match a été tout bonnement annulé et ce sans aucune justification de l'un ou l'autre parti. Le flou reste donc complet alors qu'il y a 3 semaines à peine, le match se profilait en Italie dans un décor de Rome antique, que Mike Tyson délivrait ses pronostics avec un Elon Musk grand vainqueur. Mais voilà, pendant ce temps-là, le ballon se dégonflait. Mark Zuckerberg commençait à accuser Elon Musk de ne pas prendre au sérieux cette confrontation, appelant à passer à autre chose, signe d'ores et déjà annonçateur de la fin de cette folle histoire. Voilà, connaissant, cela dit, les protagonistes, on n'est pas à l'abri que cette histoire ressurgisse de plus belle dans quelques temps. Merci beaucoup, Lisa de Bernard, que l'on retrouve donc chaque semaine pour l'actu tech dans Monde Numérique. Merci Jérôme, à la semaine prochaine. Et puis dans l'actu également, ce mois-ci, il faut s'attendre à un nouvel iPhone, puisque Apple tiendra le 12 septembre sa keynote annuelle de présentation d'iPhone. Ce sera l'iPhone 15. Que faut-il en attendre ? Évidemment, officiellement, c'est le secret absolu, mais on devine déjà un nouveau design, puisque grosso modo, ça change à peu près tous les 3 ans chez Apple, les designs d'iPhone. Et puis, ça devrait être surtout le premier smartphone de la marque à la pomme avec un connecteur USB-C, changement de connecteur, abandon du fameux Lightning, et cela à la demande de l'Union européenne qui fait la guerre à Apple depuis pas mal de temps pour une uniformisation des connecteurs. En principe, évidemment, puisque tout cela n'est pas encore officiel. Rendez-vous donc le 12 septembre. Et puis, il y aura également une autre annonce de smartphone du côté de chez Google cette fois. Google avec ses Pixel. On attend le Pixel 8 qui devrait être dévoilé, là encore, à l'occasion d'un keynote, un événement officiel. Ce sera le 4 octobre 2023.
L'innovation de la semaine. L'innovation de la semaine, chaque semaine, j'essaye de vous faire découvrir une innovation proche, lointaine, proche de nous, ou bien lointaine dans l'espace ou dans le temps. Et cette semaine, je voulais vous parler d'une avancée étonnante dans le domaine médical, grâce à l'intelligence artificielle. Des chercheurs des universités américaines de Stanford et de l'Université de Californie ont mis au point un étonnant système d'implants cérébraux couplés à de l'intelligence artificielle qui permettent de redonner la parole à des personnes qui en sont privées. Ainsi, par exemple, parmi les expériences qui ont été menées, eh bien celle que vous avez peut-être aperçue en vidéo sur les réseaux sociaux d'une patiente de 67 ans atteinte de la maladie de Charcot. C'est une maladie qui provoque une perte du contrôle musculaire, ce qui entraîne des difficultés à bouger et à parler. Elle a été l'une des premières à bénéficier de cette innovation. C'est un implant greffé à la surface du cortex cérébral. Alors, c'est assez impressionnant quand on voit les images, puisqu'il y a une espèce de grosse prise électronique sur le crâne de la personne. Et grâce à un câble, le dispositif est relié à un ordinateur et grâce à cela, eh bien, la patiente peut retrouver l'usage de la parole. Comment ? Eh bien, en fait, en 2 étapes, grâce à l'intelligence artificielle. D'abord, elle va enseigner à la machine sa manière de penser et de prononcer les mots. Donc elle va penser à des mots en suivant un guide très précis. L'IA apprend à reconnaître les signaux qui correspondent à ces mots, décompose tout cela en phonèmes, donc des parties sonores, des mots que l'on prononce. Et ainsi, grâce à tout simplement une synthèse vocale, l'IA peut redonner la parole à cette personne. Elle va donc décoder la pensée. Les chercheurs atteignent actuellement un rythme de 78 mots par minute, ce qui est apparemment plutôt pas mal, et avec un taux de réussite qui est satisfaisant. 3 mots sur 4 seraient ainsi déchiffrés correctement. Résultat, c'est spectaculaire, l'ordinateur génère une voix synthétique qui ressemble en plus à celle d'origine de la personne grâce à un petit enregistrement audio qui a été récupéré du temps de son mariage où elle avait encore l'usage de la parole, un très court enregistrement sonore mais qui a permis de recréer la voix. Et il y a également un avatar vidéo, donc un visage qui ressemble à peu près à cette femme de 67 ans. Incroyable innovation technologique, réaction de la patiente. Elle explique que le simple fait d'entendre une voix similaire à la sienne a été particulièrement émouvant. Donc voilà, une avancée prometteuse qui vient des États-Unis, implants cérébraux, et c'est pas des implants à la Elon Musk, Là ça marche pour de bon et ça a une véritable utilité, tout cela couplé à l'intelligence artificielle. Évidemment, ça offre un espoir incroyable, même si le système est encore bien sûr très lourd, mais les chercheurs pensent déjà pour une prochaine étape à une version portable de ce dispositif. Autre innovation cette semaine. Allez, 2 pour le prix d'une, c'est la rentrée, ne lésinons pas. Un petit mot de ce téléphone portable à 30 €. Oui, dit comme ça fait envie, mais ne le cherchez pas dans les magasins, vous aurez du mal. En fait, c'est plus la performance technique qui est amusante, car elle émane d'un jeune homme, un jeune Français de 16 ans, Gabriel Rochet, c'est ainsi qu'il s'appelle, c'est ce que racontait cet été un article du Parisien. Il a conçu lui-même un téléphone portable, simplement en s'aidant de tutoriels qu'il a trouvés sur YouTube, parce qu'il n'est pas ingénieur et n'y connaissait pas forcément grand-chose. Et en plus, ce téléphone do-it-yourself, baptisé le Paxophone, et comme il est réalisé avec des éléments très basiques, eh bien, il coûte très peu cher, moins de 30 €. Alors évidemment, il fait pas grand-chose. Il permet de passer des appels téléphoniques, apparemment, d'envoyer des SMS. Il n'y a pas d'appareil photo. N'essayez pas de télécharger des applications de réseaux sociaux, pas de messagerie, tout cela, mais ça coûte 30 €. Il a quand même une horloge, une calculatrice, un système aussi pour calculer les coordonnées GPS. Et puis le garçon a même, dans un accès de nostalgie, intégré le jeu Snake, le fameux petit serpent qu'on trouvait sur les vieux Nokia, ainsi que le jeu 2048. Pour l'instant, ce téléphone est en version 2G. La prochaine version, nous dit-il, sera évidemment 4G.
Donc c'est vraiment du do-it-yourself, avec des composants pas chers, fabriqués grâce à une imprimante 3D, puis ce qui est amusant, la performance est vraiment sympathique, c'est que les plans de l'appareil ont été diffusés en open source, donc ils sont libres d'accès et n'importe qui peut s'amuser à refabriquer le même téléphone chez lui. À noter que ce garçon, en fait, il a quand même consacré pas mal de temps. Il avait commencé à l'âge de 13 ans. Il a mis 2 ou 3 années pour y arriver. Et son rêve, on ne sera pas surpris, ce serait d'intégrer une école d'ingénieurs, en l'occurrence l'école EPITA, pour travailler dans l'électronique embarquée. Voilà, un bricoleur plein d'énergie, on le félicite. Chaque année, en septembre, Berlin accueille le salon high-tech de la rentrée. C'est le salon IFA, consacré aux écrans grands ou petits, aux nouveautés en matière d'électroménager, d'informatique, etc. Et cette année, je n'y suis pas, exceptionnellement, mais je vous y emmène quand même, grâce à la complicité de mon camarade, présentateur de Tech & Co sur BFM Business, François Sorel, qui lui est sur place. Salut François. Salut Jérôme, salut à tous. Alors tu es donc sur place à Berlin, Oui. dans l'ambiance de l'IFA. Écoute, toujours dans l'ambiance, pour tout te dire, je suis déjà parti du salon et je suis à l'aéroport. J'attends mon vol et il y a un monde fou, c'est-à-dire que là, je sais pas ce qui se passe. Alors, tout le monde était comme moi, l'IFA repart, mais enfin voilà, beaucoup de gens voyagent en ce moment. Et c'est peut-être aussi le retour des vacances. Eh oui, bien sûr. Alors, quelle est ton impression pour cette édition 2023 ? Écoute, l'IFA, tu sais, c'est vraiment un peu, comme je pense que tu es d'accord avec moi, c'est un peu le questionnement du moment depuis quelques années. Doit-on aller à l'IFA ou pas ? Parce que c'est un salon qui a beaucoup souffert du Covid, il a eu du mal à s'en remettre et qui avait du mal, je trouvais, de nous, l'année dernière, je sais pas si tu te souviens, tu es là, hein, avait du mal à trouver sa place et il n'y avait pas grand-chose. J'ai l'impression, c'est à froid, hein, enfin plutôt à chaud, mais j'ai l'impression que cette année, c'était un peu mieux. J'ai vu beaucoup de monde et je trouve que les constructeurs ont quand même joué le jeu avec pas mal d'annonces qui ont été faites. Tu vois, Samsung avait toujours un très grand stand, peut-être moins grand que les folles années, si tu veux, d'une femme, mais malgré tout, quand même important. Et on a eu quelques annonces. C'est un salon un peu particulier. Il faut rappeler que c'est pas comme le CES. Hein. L'IFA, c'est ouvert à tout le monde. C'est vraiment la foire de Paris, mais dédiée à la tech, qui existe depuis plus de 100 ans. Hein. La dernière fois que je regardais, c'est là où a été présentée la première télé. Tu te rends compte ? La première télé. Premier magnétoscope aussi, je crois, non ? Ah non, le magnétoscope, ça devait être à Las Vegas. Non, magnétoscope, c'était le CES. Mais le premier cassette, le premier enregistreur cassette, c'était l'IFA, tu vois. Donc, c'est quand même un truc... ça rigole pas, quoi. C'est quand même assez mythique. Et là, j'ai l'impression que ça repart un peu. On a eu quelques petites annonces sympas. Alors moi, évidemment, j'y suis allé pour mes émissions, pour Tech & Co sur BFM Business, que j'ai enregistré depuis là-bas. J'ai fait de quoi je me mêle aussi. Et puis, on est parti avec toute l'équipe que tu connais, la rédaction, pour alimenter le site. Très bien, très bien. Alors, si on devait retenir quelques annonces phares pour toi, qu'est-ce que ce serait ? Écoute, bon, déjà, c'est toujours le salon des écrans, l'IFA. Tu te souviens, vraiment, ça a toujours été un peu le salon où les constructeurs présentent leurs écrans, et là, c'est toujours le cas. Les écrans toujours plus beaux. Et puis, surtout, des tendances, tu vois, qui sont assez intéressantes quand tu discutes un peu avec les professionnels du secteur. Ils te disent que, voilà, les gens achètent des écrans de plus en plus grands. Et ces écrans de plus en plus grands sont de moins en moins chers. Et pour te donner un ordre d'idée, tu as une bataille en ce moment des grandes diagonales d'image. Et quand je te parle de grandes diagonales d'image, c'est le 98 pouces. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais 98 pouces, c'est immense. Et là, tu trouves, aujourd'hui, TCL présente, vend des télés 98 pouces à 2000 €. Ça fait 2,50 m de diagonale. C'est monstrueux. C'est vraiment un mur. Mais ces télés qui coûtaient inaccessibles il y a encore quelques années, aujourd'hui, se démocratisent. Tu vois, ça commence à 2000. Alors évidemment, à 4000, si tu prends des modèles 8K, ça peut monter à 10 000. Mais tout ça pour te dire que petit à petit, les habitudes des Européens, notamment des Français, c'est d'acheter des télés de plus en plus grandes. Donc voilà, surenchère de taille d'image,
Samsung qui avait des petits plats dans l'écran, qui proposait pas mal de choses sympas. Je sais pas si tu te souviens de ce petit projecteur qui s'appelle, j'ai oublié son nom, ce Style, je crois, ou un truc comme ça. Oui, bien sûr, qui ressemble à un petit bidon, là. Ouais, ou un petit projecteur de lumière, en fait. Mais c'est un Projo. Et là, ils ont sorti un truc, ils le mettent à jour. Et avec deux projecteurs, tu arrives à avoir une seule écran d'image qui est doublée par rapport à la taille d'un seul. Tu vois. Et tout c'est automatiquement. Il y a je sais pas comment ils font. Il doit y avoir des capteurs et tu en mets deux et tu te retrouves avec une super grande image. Donc il y avait des trucs comme ça. Pas mal. Et puis voilà, plein de essais à montrer aussi une télé de 114 pouces, très belle aussi, avec une technologie d'image qui était incroyable. Pas mal de choses donc côté télé. Et côté écran aussi, moi j'ai été bluffé par Honor, tu sais, le constructeur de smartphones, qui a présenté, qui a attendu l'IFA, voilà, exactement, qui a attendu l'IFA pour présenter son nouveau Fold. C'est la deuxième génération et franchement, Jérôme, on en a vu des smartphones. Et bien celui-ci est vraiment bluffant. Il est d'une finesse incroyable. Tu sais, c'est ce qu'on reproche. Donc c'est un smartphone pliant, hein, François. Bien sûr. Comme le Samsung Galaxy Fold, hein, c'est exactement le même. Alors, imagine un Galaxy Fold, sauf qu'il est beaucoup plus fin. Plié, le téléphone fait même pas 1 centimètre de large. Pour te donner un ordre d'idée, il est aussi épais qu'un iPhone 14 Pro Max. C'est quand même impressionnant. Ah ouais, ça doit être joli. Alors qu'il est plié. Et alors, il est plié, tu te retrouves avec un truc ultra fin, très léger, grand écran. Et franchement, tu te dis... ben voilà, on sent que l'innovation technologique avance et que petit à petit, on arrive à maîtriser cette techno de Fold. Et franchement, Honor marque un point. Et surtout, tu veux ridiculiser un peu Samsung, c'est un produit qui est beaucoup plus épais. Donc ça, c'était intéressant. Ils ont sorti aussi... Oui, pardon. Est-ce qu'il est aussi difficile à ouvrir que le Fold? Parce que je trouve que celui de Samsung, il faut vraiment s'y prendre à deux mains pour le déplier, en fait. Oui, il est aussi difficile. Tu ne peux pas l'ouvrir avec le pouce. Et ça, c'est un vrai problème. Je pense qu'ils sont partagés entre si tu veux, la robustesse qu'ils doivent mettre dedans les charnières qui doivent être dures, etc. Et qui font que quand le téléphone est fermé avec ses charnières dures, pour l'ouvrir, tu es obligé de prendre 2 doigts ou 2 mains. Tu vois. Ça, c'est un problème. Mais en tout cas, il est bluffant et franchement, ça donne envie. Ça donne envie de le tester. Il a été présenté à l'IFA, mais il ne sort pas encore. Il devrait sortir d'ici la fin de l'année, si tout va bien. Et on n'a pas le prix. Donc ça, c'est côté smartphone, c'est un peu ce qui faisait l'actu au niveau smartphone. Ce qui est intéressant aussi d'ailleurs, entre parenthèses, c'est que finalement, ce marché du pliant est peut-être un peu en train de trouver sa vitesse de croisière, même si on n'en voit pas encore beaucoup en Europe, hein, en circulation de ces produits-là. Écoute, moi j'en ai vu un petit peu cet été, j'en vois de plus en plus, et tu as tout à fait raison. Je pense que c'est une technologie qui commence à être mature, qui est manipulée par plusieurs constructeurs qui ont chacun leur recette, et on arrive à avoir des trucs qui sont de plus en plus sympas. Et franchement, ça donne envie. Et on va voir comment tout ça évolue dans les mois qui viennent, mais franchement, c'est très positif. Il y avait un autre truc aussi que Honor a présenté. Alors ça, c'était plus du concept et du gadget. Franchement, c'était pour faire parler d'eux. Ils ont sorti un téléphone pliant, donc le Fold. Mais imagine, c'est un Fold à l'envers, c'est-à-dire que quand il est ouvert, les écrans sont sur le côté, et quand tu l'ouvres, à l'intérieur, il n'y a rien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, c'est ce concept qu'on avait vu chez Huawei il y a quelques années. C'était le premier téléphone pliant de Huawei. Les écrans sont à l'extérieur. En fait. D'accord. Et tu te dis pourquoi? Tout simplement parce que Honor a accroché à ça une petite chaîne, et tu voyais une jeune femme se balader avec ce téléphone comme une espèce de sac dont tu pouvais changer l'apparence. Parce que comme les écrans sont à l'extérieur, tu pouvais changer l'apparence du sac, etc. C'était vraiment bullshit. Bon, même chez Honor, ils sont pas convaincus du truc. Hein. Bah,
Ils essaient d'en faire une espèce d'objet, d'accessoire de mode, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Pourquoi pas. Bon, on a vu, moi je me souviens aussi des meubles de cuisine avec des écrans intégrés dans les portes. C'était purement décoratif. C'était pour afficher des couleurs, des images, etc. C'est pas forcément très éco-friendly, mais bon, c'est innovant. En tout cas, c'est marrant. Donc, téléphone avec écran de chaque côté. Ouais. Tiens, je parlais de cuisine, François. Je sais qu'à l'IFA, traditionnellement, il y a aussi beaucoup d'électroménagers. Alors évidemment, de l'électroménager hyper tech. Hein. Il y avait des choses intéressantes cette année ? Oui, des choses intéressantes avec toujours... donc, il y a la partie connectivité qui est poussée chez Samsung. Beaucoup, en fait, une connectivité qui se veut être moins gadget parce que elle est là pour faire des économies d'énergie. Et on avait vu ça déjà l'année dernière. On avait vu déjà cette tendance de la tech et de l'IA au service de l'économie d'énergie pour moins consommer. Donc, en fait, tu as des systèmes aujourd'hui qui disent, bon, tu fais tourner ta machine à laver le linge. Eh bien, la machine va analyser le linge, le poids et choisir le bon programme, analyser la saleté aussi pour que, si tu veux, il y ait le moins d'eau et le moins d'électricité consommée grâce au capteur qui analyse le linge avant de le laver. Et alors, il y avait un truc qui était très sympa chez Haier. Haier, qui est un constructeur chinois, hein, mais qui a racheté Candy, Hoover, enfin, ils ont plein de marques un peu partout en Europe. Et là, ils accélèrent sur la connectivité. Ils ont notamment présenté un four avec à l'intérieur une caméra. Et je ne sais pas si tu te souviens, on avait vu ça aussi chez Samsung l'année dernière. Sauf que là, ça va plus loin. La caméra te permet évidemment avec ton smartphone de voir ce que tu cuis. Bon, ça a un intérêt assez limité quand même, hein, parce que en général, de surveiller ton roast beef à distance, tu veux dire, par exemple. Oui, bien sûr. Mais encore faut-il que tu sois allé chez toi pour le mettre dans le four, parce que ton roast beef, il va pas sortir du frigo avec ses petites pattes et monter dans le four pour aller se faire cuire, si tu veux. Mais en effet. Le truc qui est plus sympa chez Haier, c'est que tu n'as même pas en fait à choisir un programme. Tu mets par exemple une pizza dans ton four, tu le fermes, et là, la caméra va analyser que c'est une pizza, et grâce à l'IA, va détecter que c'est une pizza, etc. Et va mettre en route les fours automatiquement, faire en sorte que la pizza cuise comme il faut. Dès que le fromage sera fondu, la pizza, en fait, la caméra verra que la pizza est prête à être consommée, à être dégustée, et le four s'arrêtera. Et je trouve que c'est pas mal, et ça marche avec plein de choses. Ils ont... grâce au machine learning, plein de plats comme ça qui, si tu veux, que la caméra arrive à détecter lorsque le produit est cuit. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va même plus loin. Si par exemple, tu aimes bien, je sais pas moi, une pizza un peu croquante sur les bords avec un peu plus cuite, et bien au bout de 3-4 fois, il va s'en souvenir, et à la prochaine fois, il te cuira la pizza comme toi tu l'as voulu, parce qu'il avait repéré que 3-4 fois auparavant, tu l'as voulu comme ça. Ah ouais. Donc, ouais, il y a des trucs assez cool. Et je me dis que ça, pourquoi pas, tu vois, tu te fais un saumon, un roast beef, un truc, tu rentres ça dans le four, et en fait, le four s'occupe de tout. Et t'as pas à t'embêter, à tripoter les boutons, chercher la bonne température, tu n'as pas à t'embêter à tripoter les boutons, en effet. Ouais. Bah écoute, pourquoi pas, ouais. Ça, c'est typiquement le genre de produit qui doit cartonner en Asie. Nous, on regarde ça avec des yeux d'Européens encore un peu étonnés. Enfin, ça nous paraît un peu bizarroïde, mais on sait qu'en Corée, au Japon, ils adorent ça, quoi. Ah ouais. Mais tu vois, Haier, en plus, a cette volonté de démocratiser cette technologie. Et avant, tu sais, les fours connectés, c'était très très cher. Là, il y a, en fait, j'ai discuté avec le responsable d'Haier Europe. Il disait, nous, notre objectif, c'est d'arriver de vendre ces fours avec ces caméras à 800 €. Qui est pas, tu vois, complètement fou, quoi. Aujourd'hui, un four, ça coûte entre 600 et 700 €. Peut-être qu'en rajoutant 100 € ou 200 €, ça vaut le coup d'avoir ce type de gadget, tu vois. Pourquoi pas? Faut connecter le four au Wi-Fi après. Oui, il faut connecter le four au Wi-Fi, bien sûr. Et le porte-parole de Haier disait aussi que ça servait beaucoup pour la maintenance des produits. Parce qu'il y a beaucoup de... Ah oui. En fait, ils se sont rendus compte que la moitié des pannes que les utilisateurs remontaient, c'était des pannes qui pouvaient être réglées grâce à des mises à jour ou, si tu veux, des mauvaises manipulations de la part des utilisateurs. Et à partir du principe où ton produit est connecté, dès qu'il y a un problème, tu appuies sur un bouton et tout remonte en fait à un service spécialisé
il va détecter si oui ou non c'est une panne grave qui est peut-être réparable par toi-même ou simplement par une mise à jour. Et si c'est grave, à ce moment-là, automatiquement, ils appelleront le réparateur et ils sauront même quelle est la pièce qui est défectueuse. Comme ça, le réparateur ne viendra pas pour rien, tu vois. C'est pas mal. Bah écoute, pas mal, ouais. Bon, encore une fois, je sais pas si ce genre de produit peut vraiment séduire les Européens. Tu sais, nous, tout de suite, on va commencer à se dire, oui, il y a une caméra qui espionne et qui surveille tout ce que je mange, etc., etc. Big Brother dans le four. À mon avis, il y a des petites barrières psychologiques face à ce type de produit. Mais enfin, en tout cas, c'est intéressant, c'est sympa. C'est intéressant, ouais, j'ai trouvé ça intéressant. Après, dans un autre registre, il y a Lenovo qui a profité de l'IFA pour présenter une console qui s'appelle la Legend Go, et qui est qui est une console portable. Donc de jeux vidéo. Exactement. Qui ressemble à une grosse Switch. Alors imagine une Switch, mais boostée aux hormones, beaucoup plus épaisse, beaucoup plus lourde, mais qui est en fait un PC. C'est un vrai PC qui tourne sur Windows 11 et qui te permet de jouer à tous les jeux que tu veux à partir du moment où ils sont compatibles avec un PC. Par exemple Steam, par exemple le Xbox Game Pass. Donc en fait, tu te retrouves avec un petit PC, tu vois, avec un bon écran, tout rafraîchissement très élevé, tu vois, pour que ce soit hyper fluide. Et tu vas pouvoir jouer avec deux petites manettes qui, comme la Switch, se séparent en fait de l'écran principal. Il y a même un dock qui permet de le poser, tu vois, pour pouvoir jouer à plusieurs. C'est assez intéressant, ça coûte 800 €. Alors évidemment, c'est une somme, mais finalement, quand tu regardes bien, pour 800 €, tu as un petit PC portable sur lequel tu peux brancher un écran si tu vas aller bosser. Tu as une console de jeu, tu as des manettes, et tu as même une petite souris parce que dans le système, l'une des manettes se transforme en souris, si tu veux, par exemple, bosser. Donc, je trouvais ça assez intéressant et c'est rigolo. pas seulement un produit, c'est pas seulement une console de jeu, en fait. Alors, au départ, c'est une console de jeu. Si tu veux, c'est vraiment ça a été fait pour ça. Mais comme c'est un petit PC, finalement, tu peux t'installer Office et tu peux t'installer ce que tu veux, quoi. Et comme il y a de la puissance, parce que ça fait tourner les jeux, tu te retrouves avec un petit PC puissant qui peut te dépanner, quoi. D'accord, pas mal. C'est Lenovo qui fait ça. C'est Lenovo, ouais. Ça s'appelle le Legend Go. Et ça sort là bientôt, aussi, je crois que ça sort en octobre. Et puis, dernier petit truc que j'ai repéré pour toi, c'est WeThings, parce que je sais que tu aimes bien WeThings comme moi. Et WeThings a sorti une nouvelle version de sa montre, de sa ScanWatch, qui est très sympa parce que c'est la première montre qui t'affiche ta température corporelle en temps réel. D'accord. C'est vrai qu'il n'y a pas ça sur les watches. Non, sur l'Apple Watch, tu as un capteur de température, mais il ne sert en fait que pour les cycles féminins. Ouais. Et il ne te donne pas la température à l'instant T. Tu vois, Apple a vu que c'était pas au point, et WeThings a réussi à mettre en place cette technologie. Ils ont rajouté, je crois, 2 ou 3 capteurs dans la montre pour arriver à faire ça. Et donc, tu as ta température corporelle. Il me paraît que c'est important de connaître sa température corporelle. Quand, par exemple, tu fais du sport, il y a une température à ne pas te dépasser. Enfin, il y a des choses comme ça. Et puis, bon, on se souvient... Ça peut te dire si tu as de la fièvre quand tu te sens pas bien, par exemple ? Ah bah oui, bien sûr, puisque c'est un capteur de température. Bien sûr. D'accord. Ça évite le bon vieux thermomètre. Tout à fait. Il faut voir si c'est fiable, aussi fiable qu'un bon vieux thermomètre, comme tu dis. Venant de WeThings, je pense que oui, parce que c'est des gens sérieux, on les connaît bien. Et il me tarde aussi de tester cette montre. Et avec toujours un look de montre classique, normale à aiguille, c'est ça ? Oui, exactement. C'est une montre classique à aiguille, avec un mois d'autonomie. Et en fait, tu récupères toutes les données sur ton smartphone via l'appli. Ok, super. Ouais, WeThings qui, en effet, poursuit son bonhomme de chemin avec tout le temps des produits. Et puis, un bon rythme, je trouve. Ils n'en sortent pas trop, ni trop ni trop peu, en fait. Il y a des innovations, mais on n'est pas dans la surenchère de nouveautés technologiques comme on peut voir chez certaines marques asiatiques, par exemple, etc. Ouais. Et puis, voilà. Et puis, c'est vrai que c'est une marque qui a une capacité à gérer les données santé exceptionnelle. C'est une boîte qui est née par le bien-être et la santé. C'est pas comme un Samsung ou un Apple qui, d'un coup, s'est dit, tiens, je vais ajouter des fonctions santé. WeThings a été fait pour ça au départ. Et je pense que c'est
C'est vraiment leur force. Vraiment. Ouais, absolument. Ok, super. Bah écoute, c'est pas mal quand même tout ça. Hein. Donc il y a du grain à moudre. Et puis un grand merci, mon cher ami François, pour ce round-up complet. Évidemment, on te retrouve sur Tech & Co pour décrypter tout ça avec tes invités. Bien sûr. Le Tech & Co de lundi, donc lundi prochain sera depuis l'IFA. Et puis, voilà, oui, effectivement. Et puis moi, il me tarde de te retrouver parce que je sais que tu es un peu loin, que tu vas bientôt rentrer. Et en plus, tu rentres un jour important quand même. Donc, ça va être chouette. Eh oui, puisque ça devrait être le jour de la keynote Apple, au cours de laquelle sera présenté l'iPhone 15. Donc, évidemment, bah écoute, j'essaierai de passer te voir à cette occasion. Ah bah, oui, il va falloir que tu viennes pour le débrief dans Tech & Co. Si tu m'invites sur ton plateau, je viendrai avec plaisir. Donc, allez, on prend rendez-vous le 12 septembre au soir. À quelle heure ? 20h ? 20h. Ok, super. Ouais, ça va. 20h sur BFM Business, on va attendre de te remettre de ton jet lag. J'espère. Merci beaucoup, François. Je te souhaite un bon vol de retour à Paris. Et puis, je te dis donc à dans... C'est quoi ? C'est dans 15 jours, une petite dizaine de jours. Voilà. Même pas, écoute, ouais, dans 10 jours. Dans 10 jours, on se retrouve. Exactement. Dans 10 jours. Eh bien, écoute, à très vite. Salut, merci d'avoir été dans Monde Numérique. Ciao, ciao. Salut, Jérôme. C'est la fin de Monde Numérique du 2 septembre 2023. Merci de l'avoir écouté. Désolé pour la qualité de l'enregistrement de mon camarade François Sorel qui n'était pas parfaite. On a eu des petits soucis de connexion. On est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. C'est bien connu. Vous êtes sur un salon tech. C'est là où les communications ne passent pas. C'est classique. Mais l'essentiel y était. Voilà, finalement on a fait nos 40-45 minutes de podcast comme prévu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi. Pour ma part, je poursuis mon road trip nord-américain. Je serai à New York et puis je vous ramènerai la moisson de tout cela dans les épisodes futurs de Monde Numérique. Portez-vous bien, parlez de Monde Numérique autour de vous, recommandez ce podcast à vos amis, abonnez-vous. Salut.